réunion de partage ce matin. Nous voudrions vous associer à la misère procédurale qui est imposée à notre pays, le Méditerranée, et que vous avez suivi de très près. La preuve en est votre présence nombreuse ce matin à cette audience. Irrégularité, injustice, provocation, aberration sont les quelques qualificatifs que l'on peut trouver pour expliquer l'inexplicable que nous vivons, que nous avons vécu et que nous ne voulions plus continuer de vivre. Oui, nous avons été très sages. Très sages. Je sais que vous le savez, que nous avons d'autres possibilités. Que jusqu'ici, par sagesse, et je dis bien par sagesse, nous n'avons pas voulu exploiter et exploiter. Mais le temps est venu pour que vous sachiez vous aussi, pour que vous adhériez vous aussi à cette injustice que nous vivons et que vous compreniez vous aussi que ça suffit. Ça suffit. Alors, nous allons, pour permettre à l'assistance de comprendre et de suivre le débat, nous allons essayer de vous livrer une déclaration liminaire. Ça vous permettra de toucher du doigt ce qu'on a appelé jusqu'à ce jour les insupportables injustices imposées au ministre Beauchamp au plan judiciaire. Judiciaire, oui, c'est l'aspect extérieur des choses. Judiciaire, c'est ce qu'on a voulu croire au peuple souverain. Judiciaire, parce qu'en réalité, posons-nous la question que vous êtes déjà posée, s'agit-il réellement d'une affaire judiciaire? Mesdames, Messieurs, je vous invite à suivre cette déclaration liminaire. Dans le but de donner corps à une volonté acharnée de rentrer à tout prix en condamnation pénale contre M. le ministre Beauchamp, une information sera ouverte sur le fondement d'une première plainte présentée le 2 mars 2011 par M. Abbas Ali Youssef pour des faits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie. Poursuivant l'information ouverte contre les présumés auteurs des faits articulés par Abbas, dans cette première plainte, l'accusation ne traînera point les choses. Aussi, dès le 18 mars 2011, le ministre Beauchamp sera entendu comme témoin par la gendarmerie, je dis bien par la gendarmerie nationale, sur réquisition de M. le procureur de la Cour. Le tout en violation créante de l'article 422 du Code de procédure pénale. Les mots ont leur valeur. Je souhaiterais que vous reteniez bien ce que nous sommes en train de vous dire, parce que justement, c'est ça qui pose problème. L'implication de la gendarmerie dans le traitement du dossier contre le ministre Beauchamp nécessitait déjà un débat pour clarifier la portée de l'article 422 du Code de procédure pénale et éviter toute spéculation irrélative quant à son impact sur la procédure telle qu'il est marquée contre le ministre Beauchamp depuis ce 18 mars 2011, étant bien entendu que l'article 422 alinéa 2 et 3 du Code de procédure pénale dispose clairement de ce qui suit.
Deuxième condition. Leur déposition est, dans ce cas, reçue par écrit, dans la demeure où le cabinet du témoin, bâti par le président de la Cour d'appel. Deux conditions. Autorisation écrite préalable de qui? Du président de la République lui-même. Deuxième condition. La déposition est reçue et de par le président de la Cour d'appel lui-même. Voilà les deux conditions préalables posées par l'application. Et j'ajoute que même s'agissant de recevoir la déposition, le président de la Cour d'appel ne peut le faire au domicile du témoin ou de façon qualifiée. Voilà le schéma. Rappelons utilement que ce 18 mars 2011, aucun des préalables prévus à l'article 428 du Code de procédure pénale n'a été respecté, ce qui entraîne pour conséquent inéluctable la nullité pure et simple de toute la procédure assise sur cette diligence viciée, profondément viciée, accomplie par la gendarmerie le 18 mars 2011. C'est-à-dire que déjà, à cette première diligence accomplie par l'application, toute la procédure est nulle. Déjà, en 2011, 18 mars. On en était là? Non. Contre toute attente, j'ajoute, je précise que ce 18 mars, monsieur le ministre était ministre. Alors, interviendra d'autres mesures. Nous en étions donc là. Contre toute attente, après le remaniement ministériel intervenu le 31 juillet 2012, retenez bien cette date. Remaniement intervenu seulement le 31 juillet 2012, monsieur le ministre Bodiana se retrouvera le 10 août 2012 devant le juge en charge du quatrième cabinet d'instruction sur convocation de ce dernier et a été entendu comme témoin. Le juge l'a entendu comme témoin sous la foi du serment conformément aux dispositions de l'article 84 du Code de procédure pénale. Le 12 août 2012. Alors, plus grave, et malgré l'existence de l'information déjà couverte, sur le fondement de la première thèse du 2 mars 2011, l'on rappellera que dans son acharnement à vouloir absolument rentrer en condamnation contre le ministre Bodiana, l'accusation commettra la plus monstrueuse et la plus suicidaire des maladresses en soutenant de la manière la plus cavalière une deuxième plainte diligentée par le même plaignant pour les mêmes faits, deuxième plainte dont le traitement était initialement confié au premier cabinet. En clair, à un moment où il existait déjà une première plainte, déposée par la même personne, le même plaignant,
l'assistance en eut purement et simplement la procédure initiée contre l'inculpé Pascal Akousoulène Passi-Kodona devant le premier cabinet d'instruction pour complicité et historique. En eut purement et simplement toute cette procédure assise sur la faveur de l'Éternel. C'est le tribunal, c'est la chambre d'accusation qui donne raison à Kodona. Il dit ça suffit comme ça. Faux, ça n'était faux. Non, ne trompent plus d'arguments. Ils ont dit le droit pour une première fois. Suite à cette scène et loi de décision exclusivement fondée sur des considérations juridiques pertinentes, tout le monde avait crié victoire. Victoire de la raison et de la rigueur juridique, légitimement porteuse d'espoir à même d'apaiser les esprits et d'apporter une bienfaisante sérénité dans les vies. Victoire pour tout le monde et pas tout le monde. Il fallait donc s'en féliciter. Et seulement voilà. L'accusation, toujours égale à elle-même, manifestement et résolument décidée à conduire Kodona à l'échafaud, n'a pas su exploiter avec pertinence et perspicacité cette brèche à elle si généreusement ouverte ou par l'annulation pure et simple de la décision qui, à la vérité, est devenue une véritable fardeau pour la justice. Aussi bien, l'accusation va-t-elle exceller de plus belle, de maladresse en maladresse, de boîte en boîte, pour servir sur un plateau d'or à la défense toutes les raisons susceptibles de remettre une fois encore en cause la reprise active et inopportune de la poursuite conduite cette fois sur le fondement de la première 22 mars 2011. La remise en cause d'une telle procédure précipitamment activée le 4 décembre 2013 et abondamment gorgée de vices, c'est beau. La remise en cause, c'est beau. D'autant qu'elle mettra en évidence, par ailleurs, de criantes insuffisances en conflit notamment avec les articles suivants: 84, 144, 145, 155, 59, 422, 178 du Code de procédure pénale. Leur reprise est en conflit déjà avec tous ces articles du Code de procédure pénale. Et ils le savent faire. En tout cas, aujourd'hui, ils le savent. Non seulement cette reprise est en conflit avec ces textes du droit, mais également elle est prise au mépris magistral des considérations attirées de la règle non bis in idem et aussi au mépris d'un certain nombre d'arrêts rendus par la justice togolaise elle-même. En clair, il y a eu déjà à cette date des décisions qui ont été rendues et qui font obstacle et qui font interdit à la justice togolaise de reprendre comme il a fait la procédure contre le ministre de l'État. Il s'agit en espèce de l'arrêt numéro 9 du 23 janvier 2012. L'arrêt numéro 169 par 2013 rendu le 6 décembre 2013 par la Chambre d'accusation. L'arrêt numéro 22 par 13 rendu le 24 janvier 2013 par la Chambre d'accusation. Et surtout, l'arrêt numéro 48, je souhaiterais que vous retirez l'arrêt. L'arrêt numéro 48